Bonjour, bienvenue. Good afternoon and welcome. My name is Karine Morin. I'm President and CEO of the Federation for the Humanities and Social Sciences since last June, about to mark my first year anniversary. Feels like a celebration of mine, but it isn't. Today's event will take place bilingually in English and French. If you are not bilingual, please access interpretation. Simultaneous interpretation is available in English, French, American Sign Language, and Quebec Sign Language. Closed captioning is also provided in both English and French. Nous offrons aujourd'hui des services d'interprétation simultanée et de sous-titrage en anglais et en français, ainsi que l'interprétation langue des signes québécoises. To access sign language interpretation, in-person attendees can refer to the screens to the side of the stage. Virtual attendees can enable on-screen sign language interpretation by clicking the globe icon at the bottom of their screen. To access French and English interpretation or captions, those in the room need to scan the QR code above me. Please note that the interpretation and caption codes are different, as indicated above. The interpretation QR will take you to the Zoom webinar. Once you are in the Zoom webinar, as those who are joining us virtually, you will click on the globe to select your preferred language and listen using your own earpieces if you're here. Housekeeping done. And I would like to make a land acknowledgement. If you're joining us virtually, we recognize that the following land acknowledgement might not be for the territory that you're on. If that is the case, we ask that you take this moment to acknowledge the traditional territory you are on and the current treaty holders of it. For those in the room, let us acknowledge that George Brown College is located on the traditional territory of the Mississaugas of the Credit First Nation and other Indigenous peoples who have lived here over time. We are grateful to share this land as treaty people who learn, work, and live in the community with each other. Reflecting on the stories, knowledge, and histories that will be shared today, we also reflect on the deeper responsibilities that come with learning, creating, and telling stories on these lands. The voices we uplift and the ones we too often overlook are part of broader calls to reconciliation and justice. Au nom de la Fédération des sciences humaines et du Collège George Brown, j'ai l'immense plaisir de vous accueillir à cette cérémonie des Prix du Canada, Histoire inédite, avenir prometteur. Welcome to our celebration of the Canada Prizes, Unwritten Histories, Unfolding Futures. Awarded by the Federation, the Canada Prizes recognize each year 5 inspiring, impactful, and transformative scholarly books in the humanities and social sciences. These prizes are made possible thanks to the generous support of the Social Sciences and Humanities Research Council, our friends SSHRC. Je remercie le CRSH pour son soutien dans l'octroi de ces prix. This has been a long-awaited moment, and I invite you to extend this event via social media using the hashtag Congress, that is, Congress with an H at the end. And drumroll, it is my pleasure and honor for me to reveal our prize recipients. Candace Brunette, Tricky Grounds, Indigenous Women's Experience in Canadian Universities, in Canadian University Administration from University of Regina Press. This powerful book that examines how Indigenous women navigate institutional roles in Canadian universities, where they're both confronted by and called to resist colonial structures. The author, Candace Brunette, is a Muskoka Cree scholar and assistant professor at Laurentian University, whose work is grounded in Indigenous feminist and decolonial frameworks. Pierre Lavoie, Mille après mille, célébrité et migration dans le nord-est américain, publié par les éditions du Boréal. Round of applause. Une fascinante histoire culturelle qui retrace la migration francophone et l'émergence de communautés transfrontalières à travers des figures artistiques populaires. Pierre Lavoie est historien, professeur au département des lettres et des humanités de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il se spécialise dans l'histoire culturelle du Québec et des communautés francophones nord-américaines. Jan Rinaldi and Kate Rossiter
Population Control, Theorizing Institutional Violence from McGill Queen's University Press. An incisive collection that explores the patterns of institutional violence that have shaped and continue to shape Canadian society from asylums to group homes. It is co-edited by Jen Rinaldi, Associate Professor in Legal Studies at Ontario Tech University, and Kate Rossiter, Associate Professor in Health Studies at Wilfrid Laurier University. Together with contributors, the book uncovers institutional violence and makes inroads toward preventing their reoccurrence. Charlotte Biron, de Arthur Buis à Gabriel Roy, une histoire littéraire du reportage au Québec, publiée par les presses de l'Université de Montréal. Un livre novateur qui révèle une tradition vivante, mais souvent négligée, du journalisme littéraire au Québec. Charlotte Biron est titulaire d'un doctorat en études littéraires décerné conjointement par l'Université Laval et l'Université de Montpellier en France. Et le 5e récipiendaire, et non le moindre, Julien Simard, Vieillissement et crise du logement, gentrification, précarité et résistance, aussi publié par les presses de l'Université de Montréal. Dans un contexte très contemporain de crise du logement et de vieillissement de la population, ce livre offre un regard poignant sur la précarité résidentielle des aînés à Montréal. Julien Simard est gérontologue social, chargé de cours et professionnel de recherche. Il détient un doctorat en études urbaines de l'Institut national de la recherche scientifique, l'INRS. On behalf of the Federation, I am thrilled to welcome our recipients, the Canada Prize winners, in person today. And I also welcome our moderator, Charmaine Lévy, professor at the Université du Québec en Outaouais, and a member of the Federation's Academic Council, which adjudicated the Canada Prizes. I thank all members of our Academic Council, including Winona Wheeler, Mireille Paquet, Nicholas Bradley, and Michel Davlu. And I now turn things over to our moderator, Charmaine Lévy, and to her panelists, the Canada Prize recipients. Please come forward. Thank you all for being here. It really is a pleasure. It was a pleasure reading all of your books. But we have a very tight schedule, so I will begin. Je vais commencer avec la première question the first question for Candice et Pierre. En quoi votre formation et vos recherches en sciences humaines ont-elles influencé votre approche dans votre ouvrage? How has your education and research in the humanities and social sciences informed your approach to your book? Candice? Sure. Thank you so much. It's such an honor to be here today and accept this award. So my work, actually this book, Tricky Grounds, was born out of my doctoral research. So I guess this started back in 2015 or so when I decided that I wanted to explore this topic of Indigenous women's experiences leading in a post-reconciliation era. And I myself was in this kind of role, thrusted into taking on more leadership at that time, trying to grapple with how to navigate the institutional change that needed to be, shepherded in my former university at Western University. So I could see that a lot of women were sitting around tables that I was sitting at in the province, but also across the country. And I could see that we were a lot of women, a lot of Indigenous women doing this work. We were doing it in addition to some other roles that we occupied in the university. And some of us were in our doctoral journey as well, and being called to lead. So it was that sort of inspired me to talk to other women. I wanted to understand and make sense of my own experience, and I think that's where the research really came from, this desire to make sense for myself. And so what I did was I designed a study with my supervisor at Western University in the Faculty of Education,
And I took an Indigenous methodological approach to my research and really looking at the experience of Indigenous women. And if you're looking at experience, what better way than stories? So I took a storying approach to the work, and I sat with 11 other Indigenous women, and I gathered stories over a couple of years. So I probably started the research officially after getting through, the proposal and the ethics process in 2017, and then I started to meet with women across the country, really. And I sat with them a number of times, and I listened deeply and relationally to what they had to share about their experiences. And I could, certainly relate to a lot of the experiences myself, and I became a participant in my own research. So it was a study where I leaned into my own subjectivity and my own location and my own professional experiences, really drawing strength from that, and wanting to I guess, undo the silence that was playing out at that period. Things have changed a little bit. We've seen some changes for sure since the time that I did my work, but at that time I think it was really early on in the reconciliation movement, and we were all at a point of trying to grapple with this huge task upon us. So more time then. Yeah. Okay, thank you. Okay. Pierre? Oui, ben un peu de la même façon. Mon livre est le produit de ma thèse de doctorat. Donc, ma formation en sciences humaines, bien entendu, est présente à tous les instants. Ceux et celles qui seraient intéressés à le lire, à aller un petit peu plus loin dans la thématique, c'est un ouvrage qui se veut fondamentalement interdisciplinaire. Une image comme ça, le comité de thèse était constitué de 2 historiens, d'un spécialiste du théâtre, d'un spécialiste de cultural studies et de spécialiste de sound studies. Donc, c'est un projet qui était à la base très interdisciplinaire. Je pense que ça se reflète bien dans l'ouvrage, même dans sa facture finale, mais ça reste que l'interdisciplinarité s'ancre toujours dans la disciplinarité et que ça demeure un travail d'historien. Et je dirais en ce sens-là que le caractère inductif de l'enquête historienne a été très important tout au long du travail. Mes questionnements initiaux et la version finale à laquelle je suis abouti ont très peu... il y a très peu de continuité, si on veut. Je partais d'une réflexion sur des notions comme l'américanisation et l'américanité. Et c'est à la rencontre des archives et des cas que je me suis mis à suivre comme ça des parcours d'artistes d'un côté et de l'autre de la frontière. Je dirais aussi que ma formation en sciences humaines peut m'avoir donné une légitimité à certains moments de me permettre de réfléchir à différentes échelles, de lire d'autres historiens et historiennes qui, avant, ont pensé ces cas-là où on étudie plutôt des dynamiques qu'un objet d'étude. Donc, au cœur de mon ouvrage, on a moins affaire peut-être à un objet d'étude ou à un corpus de sources, par exemple, ce qui est assez classique en histoire, mais plutôt à des dynamiques qui rencontrent d'autres dynamiques et qui s'interinfluencent comme ça. Et donc, la formation en sciences humaines m'a permis de donner un ancrage et de donner des possibilités à ce que je faisais. Merci beaucoup. I'm sorry if I wasn't clear enough, but everybody has 5 minutes to answer the question so that we stay on time. Thank you. Et 5 minutes, c'est ça pour tout le monde. Deuxième question, second question, for Jen, Kate, et Charlotte. Your book's foreground storytelling in many forms, literary, journalistic, lived. How does storytelling function in your work, and what power does it hold? We already heard from Candice, who explained that in her own book. Vos livres mettent en avant la narration sous de nombreuses formes, littéraires, journalistiques, vécues, archivistes. Quel rôle joue la narration dans votre travail et quel pouvoir lui attribuez-vous? We'll start with Jen and Kate. I'll start. Hi, everyone. Within 5 minutes, I promise. So we owe a great debt to the authors who are part of our edited collection. We share this prize with them, which means that the book being awarded today, thanks everyone for that,
includes a lot of stories. Claudia Malacrida is really honest about her own experiences and an autoethnographic approach to what it was like to be institutionalized through her youth. Ree Kroll talks about and to people who were institutionalized in Magdalene laundries in the east coast of Canada. So we have a whole range of case studies in our book that try to tell different stories about what conditions of institutionalization look like. Specifically, these kinds of totalizing facilities that manage populations that have been marked as abject or degenerate or marginalized, whether that's fallen women or intellectually disabled people or homeless people. Our own research that is grounding the book is 10 years running now, working with people who had intellectual disability diagnoses and were warehoused in an institution called Huronia, Regional Center in Orillia, Ontario. That was a place where people would spend their whole childhoods and youths, where they slept, where they bathed, where they ate, where they learned vocational training, and where they experienced incredible physical and sexual abuse. And we try to tell their stories because we found that in total institutionalized conditions, those stories don't tend to penetrate the walls that contain populations. So we try to make it our life's work to make it a matter of public record, what people want the world to know about their own experiences when they are treated as a social problem that's in need of being managed at a kind of population level. Je trouve ça fascinant de vous entendre, Candace, et vous deux, du processus de cueillette d'histoire, parce que la question porte sur la narration. Puis moi, ce qui m'intéressait, là, moi aussi, mon livre, c'est lié à ma thèse, c'était en fait de comprendre un peu l'origine de nos manières d'enquêter sur les histoires. Donc, pas dans une perspective sociologique ou d'enquête académique, là, mais plus dans une perspective journalistique, parce que mais notre rapport documentaire au monde est d'abord journalistique, et c'est d'abord par les journaux qu'on a eu accès à des histoires. Donc, la question du storytelling est hyper importante. Puis, il y a des cas de journalisme littéraire, de literary journalism, de grands reportages en France, aux États-Unis. Mais j'étais curieuse de voir comment ça se manifestait dans le contexte francophone, québécois, canadien. Puis la question de la narration puis du storytelling, en fait, elle est centrale parce que au départ, il y a une résistance très, très forte à raconter les histoires des autres. Et au départ, les journaux, on perçoit le reportage comme une manière de voler l'histoire des gens, de représenter des choses qui ne devraient pas être représentées. Puis progressivement, ce qu'on voit dans les journaux, c'est le reportage, donc le storytelling du monde, hein, l'approche documentaire se développer, puis gagner ses lettres de noblesse. Donc, c'est hyper intéressant de voir qu'au début, on résiste. Hein, les journalistes, au départ, veulent se démarquer des petits reporters, aller sur le terrain. Ils parlent beaucoup d'eux. Ils ne parlent pas de certaines classes sociales. Puis peu à peu, on est dans les journaux. Puis là, on commence à entendre des voix, hein, parce qu'ils commencent à recueillir les témoignages des gens. Au départ, ils sont très loin, hein, des autres êtres humains puis de toute forme d'altérité, parce qu'il y a une hiérarchisation des gens, il y a un mépris. Puis peu à peu, on se met à entendre des voix dans les journaux, on se met à entendre des histoires, l'observation se développe. Puis tout à coup, il y a du storytelling. Puis là, il y a des enjeux éthiques, hein, qui rentrent en ligne de compte. Soudainement, on lit ça aujourd'hui, puis c'est très dérangeant. Hein? On voit des journalistes rentrer chez les gens, noter des choses en secret. C'est très beau, puis en même temps, c'est des choses qui ne se feraient plus aujourd'hui. Mais moi, ce que je voyais se développer, c'est vraiment
comment est-ce que, à travers le journalisme, on a développé cette idée-là de narrer le monde, puis ça va influencer même les romans qu'on lit. Hein. Ça va influencer tout le champ des représentations parce que c'est d'abord à travers les journaux qu'on voit apparaître certaines réalités. Et donc, c'est à travers le reportage puis les journalistes qu'on voit le monde apparaître hein, dans les reportages. C'est là qu'on voit la narration se créer. We still have 5 minutes. Candace, would you like to say something more about autoethnography, which is fascinating and we don't see a lot of? Sure. I wouldn't classify my work as auto. It has an autoethnographic kind of component, but I think it's, as I was mentioning before, my work takes an indigenous approach to restorying. So I do draw on storytelling, my own storytelling as well. But I also draw on our traditional stories. So I use a very specific story that's from my home community, which is Petebec, Fort Albany in James Bay area, Treaty 9 territory. And I actually use that story to retell our shared stories. So it's a trickster story of Wisagichuk. And in this particular story, Wisagichuk decides to transform, as they often do. And they're a very curious being, and they're a metaphysical being and a teacher in our culture. And they often get into mischief and sort of get sort of, I guess they in that mischief, in that curiosity, sort of teach us lessons about life. So in this particular story, they transform into a goose and want to fly south with flock, and in doing that, they get hurt. They get quite hurt. So I use that story as like the kind of grand story to share all of the stories of the women, because I felt like there was essence and teachings in that story about moving into a new space, into the academy, which is really a foreign space for Indigenous peoples and our knowledges. And it can be a tricky space in and of itself, just in the nature of how power operates in this space. So it was a way for me to use that story and bring the voices of that metaphysical being into the storytelling process. So that was one kind of unusual way or different way that I used storytelling. And I also weave my own personal stories throughout the work as well. Thank you. Prochaine question pour Julien et Pierre. Dans chacun de vos livres, vous attirez l'attention sur des communautés souvent marginalisées, peut-être plus pour Julien, mais d'une certaine façon, les artistes, enfin, il y a 100 ans, c'était aussi une communauté un peu comme marginalisée, enfin différente. Ouais. Qu'avez-vous appris au cours du processus de votre rédaction qui a transformé votre compréhension de la solidarité? On peut commencer avec Julien. Oui, donc merci beaucoup. Alors, la compréhension de la solidarité, c'est au cœur de mon livre qui porte donc sur... excusez, le drame me dérange un peu. Qui porte sur donc les locataires aînés qui se font évincer, que ce soit de manière légale ou illégale, de leur appartement à Montréal, dans les quartiers centraux urbains montréalais. Et puis, en fait, j'ai réalisé en faisant l'étude que, bien sûr, c'est souvent le cas quand on fait de l'ethnographie. Moi, je suis anthropologue à la base. Et donc, on discute avec des gens, mais c'est à quelque part la pointe de l'iceberg qu'on appelle dans le milieu du logement, dans le sens que si je discute avec quelqu'un que j'ai rencontré par contact interposé, par activité, c'est déjà quelqu'un qui n'est pas totalement isolé, OK? Parce qu'il y a des aînés qui vivent les situations que j'ai documentées de manière complètement isolée, sans parler à personne. Et en fait, ces profils-là se retrouvent le plus souvent dans la rue maintenant. On voit des gros changements là, dans l'itinérance de rue à Montréal, où il y a de plus en plus de personnes âgées, mais significativement plus. Okay? Et la solidarité, quelle place elle prend là-dedans, elle, c'est que, eh bien, les profils des gens à qui j'ai parlé, moi, avaient tous un passé d'engagement social ou politique. Okay? Fait que cette capacité-là à s'engager ou avoir un passé d'engagement, ça donne une meilleure capacité à aller chercher
un comité logement, hein, un housing committee. Ça donne une meilleure capacité à contester aussi des avis d'éviction de reprise, etc. Car au Québec, le logement, comme beaucoup de choses, c'est un peu à la personne victime de se défendre. Okay? C'est pas automatique. Donc, pour contester une tentative d'éviction, de reprise ou de déplacement forcé, il faut se battre pendant des années. Et c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Et ça va même pas nécessairement produire de résultats pour la personne parce que bon, le tribunal est en très grande majorité pro-propriétaire au Québec. C'est la jurisprudence qui nous l'indique. Donc, cette solidarité-là, elle se trouve dans un peu c'est un mouvement social, le mouvement pour le droit au logement, hein, qui date des années 60 au Québec, là, les comités autonomes populaires de lutte dans plusieurs quartiers. Et il est encore vivant et c'est ça que je voulais montrer. Je voulais montrer que, bien, premièrement, défaire l'agisme, hein, parce que c'est une oppression que j'essaie de combattre dans tous les jours. Premièrement, il y a des aînés qui se font évincer. Ah, les gens, ils le savent plus ou moins, ou ils ne voient pas les histoires. Moi, je montre les histoires, la violence, la relation locative avec les propriétaires. C'est souvent là-dedans que cette violence-là, on parlait des institutions, la violence institutionnalisée, mais elle est aussi dans les rapports sociaux inégalitaires du logement. Mais je voulais aussi donner à voir que les personnes âgées, en général, puis souvent la majorité en fait, ne sont pas des personnes qui sont apolitiques ou incapables de penser par elles-mêmes. Tu sais, c'est souvent l'âgisme où on voit souvent les vieux comme des gens qui vont voter pour le plus beau candidat ou pour Justin Trudeau, peu importe. Mais tu sais, les gens, c'est ramener la gentilité et toute la réflexion et le vécu qu'il y a derrière les prises de position, que ce soit politique, que ce soit de l'engagement, que ce soit le fait de se défendre soi-même contre une violence, etc. Donc, j'imagine que ça fait 5 minutes. OK. Oui, vous avez encore 1 minute. Ah, OK. mais on peut revenir s'il y a d'autres choses qui là. viennent en tête. Et je laisse la parole à Pierre. Oui, merci. Je resituerais un tout petit peu le livre pour resituer cette solidarité-là. C'est que je finis par suivre des artistes qui font de la tournée au Québec et en Nouvelle-Angleterre, mais ce que je finis par observer beaucoup, c'est le processus d'intégration des communautés francophones aux États-Unis. Et ce sont peut-être plus ces communautés-là qui pourraient être qualifiées de marginalisées pendant la période étudiée. Et avec une approche historienne, ça me permet d'observer la solidarité sur 2 plans, si on veut, donc que je dirais synchronique et diachronique ou horizontale et verticale, mais au sens où j'ai pu observer des formes de solidarité qui se déploient entre individus et communautés francophones aux États-Unis qui vont réussir à s'organiser et à se solidariser autour de certaines luttes par rapport à la culture dominante aux États-Unis puis à la société dominante. Donc, la solidarité se déploie au temps même de mon étude entre les individus, mais on peut aussi la projeter de façon diachronique, donc en se projetant vers aujourd'hui. On est dans un cas ici d'une population, disons francophone, issue principalement de ce qui est maintenant le Québec et qui s'est déplacée énormément ailleurs au Canada et dans le nord des États-Unis et qui, de ce fait, s'est divisée en identités distinctes. Et les récits qui sont produits par la suite sur ces identités-là sont sont souvent très fermés au sens où on va par exemple traiter de façon très distincte l'histoire des Québécois francophones du Québec et l'histoire des Franco-Américains des États-Unis. Et donc, d'une certaine façon, on va se désolidariser dans la durée. De cette façon-là. Et aussi, on va, en nationalisant le discours sur la culture au Québec, on va en extraire l'histoire des migrations. Donc, ce que j'observe un peu dans mon livre, c'est qu'en créant ces récits-là très nationaux sur des artistes, on n'en vient qu'à oublier qu'il y avait des phénomènes migratoires et on n'en vient qu'à oublier, par exemple, que les francophones sont parmi les populations les plus mobiles des 150-200 dernières années en Amérique du Nord. Et j'y vois peut-être une façon de redéfinir ou de réactiver une empathie envers l'expérience migratoire au présent. Donc, la solidarité, je la vois dans ces deux perspectives. Super. On va aller à la prochaine question, the next question, for Candice et Charlotte.
Place, whether geographic, cultural, or institutional, features prominently across both of your books. How has your relationship to place shaped your research, and what responsibilities do you feel when representing place-based experiences? Le lieu, qu'il soit géographique, culturel ou institutionnel, occupe une place importante dans vos livres. Comment votre relation au lieu a-t-elle façonné votre recherche, et quelles responsabilités ressentez-vous lorsque vous représentez des expériences ancrées dans le lieu ou dans le territoire? Charlotte? Moi, la question du lieu, je pensais qu'elle allait être centrale dans mon livre. Elle l'est d'une certaine manière, là, elle est centrale, mais en fait, ça s'est transformé pour moi durant le processus de recherche. La première chose, c'est qu'il faut se rappeler que les journalistes que j'étudie, ils n'ont pas TikTok, puis ils n'ont pas d'Instagram, puis donc ils sont très, très, très excités de décrire pendant des longs paragraphes le paysage. Hein? Donc, on a beaucoup de descriptions de paysages, très belles, hein? C'est des pages magnifiques. Mais donc, ma première perception, c'était que ça allait être très important. Mais quand on creuse, on voit aussi, surtout pour le début de la période que j'étudie, donc moi, je m'intéressais à la naissance de la presse d'information puis du grand reportage jusqu'à 1945, donc 1870 à 1945. Pour le début de la période, les Canadiens et les Canadiens français comparent tout avec le Canada. Alors, on est en Inde, mais on fait référence à Trois-Rivières. On est aux États-Unis, mais on dit que les moustiques sont meilleurs au Québec. Hein? Donc, il y a toujours cette comparaison-là. Il y a même des phrases, hein, les Canadiens ne doivent pas voyager, restez chez vous. Il y a l'espèce d'idée de revenir au lieu. Puis, plus on avance dans la période, cette crispation-là cesse, puis se transforme. Et là, on ouvre sur le lieu. Mais c'est autre chose qui est intéressant, c'est moins la description, puis ces images-là qui m'apparaissaient au début de mes recherches, que l'incarnation des journalistes dans l'espace. Donc, c'est ça qui va m'intéresser davantage. Par exemple, on a 3 femmes journalistes en 1901 qui font un reportage ensemble. Et donc, c'est absolument extraordinaire, là, 3 femmes seules qui partent en voyage, envoyées chacune par leur journal, qui vont enquêter au lac Saint-Jean, et puis qui ne peuvent pas rentrer dans certains lieux, comme chez les pères Mistassini, parce que ce sont des femmes, mais qui peuvent rentrer dans les cuisines, hein, à l'intérieur des maisons, donc dans l'intimité des gens au lac Saint-Jean, puis raconter ce que les femmes perçoivent, hein, et vivent comme réalité. Et donc, le lieu, hein, moi, ce qui m'apparaissait comme une des dimensions fondamentales de mon travail, c'est-à-dire de penser à comment on avait représenté les lieux dans les journaux à travers le processus de construction du grand reportage, parce que ça fait partie, hein, de l'imaginaire du grand journalisme, cette idée-là de voyage, de déplacement. Hein, c'est autre chose qui m'est apparu. C'est-à-dire que c'est quand les lieux sont traversés par un corps, par un journaliste, par une personne représentée, que soudainement, on perçoit leur échelle, la dimension humaine, les problèmes aussi, hein, qui soudainement surgissent. Et donc, ça s'est compliqué beaucoup pour moi, puis les descriptions très longues sont apparues comme plus ennuyeuses, même si elles restent très belles. Et c'est autre chose, c'est vraiment pour moi la présence, hein, cette espèce de traversée-là du lieu par des gens, avec ce que ça impose comme limite puis comme problème, qui est apparu comme fondamental dans mon travail, puis qui se transforme énormément, hein, de 1870 à 1945. On voit à travers la représentation puis les mouvements des gens dans les lieux, en fait, des mouvements sociaux, hein, se dessiner en filigrane. Donc, c'est pour ça que le lieu est intéressant, mais finalement, c'est beaucoup moins la carte postale puis le paysage, hein, qui est déterminant que les gens dans les lieux, hein, puis comment ils traversent ces espaces-là. Merci. Candice?
I'm trying to remember the question. Oh, I think I got it, though. Something about responsibility to place. Yes. Right. Yeah. Yeah, I would definitely say that that features also very strongly in my work, because I'm working with Indigenous women's stories, right? So there's such a sense of responsibility when you think about the way that Indigenous peoples have been misrepresented historically in research and spoken for. And of course, being an insider to my own research is an advantage, but also like there's some ethical responsibility to not conflate my own experiences with all the experiences of the other people that I was sitting with. So I took that, responsibility very seriously. And when I think about responsibility from an Indigenous ethical lens, it's a responsibility to land, because when you think about universities, which is the context of the administrative work that the women are doing, universities are not landless. They're all connected to Indigenous lands, and they're politically situated within particular territories. They have histories of, how they emerged, and so unpacking that in the book was very important. So there's a whole chapter dedicated to really unearthing like the histories of the academy and how it's been transplanted and brought to the Americas, to Turtle Island, and really deconstructing the colonial structures of the academy to understand what women are really contending with when they're trying to transform an institution like a university and make space for Indigenous peoples and Indigenous ways of knowing. And so I had to really attend to my own ethics throughout the research process and be really attentive to that in the retelling of the stories. So I do something kind of unique with the work. In chapter 7, I have a performance script. So I actually retell the stories using fictional narratives. So I protecting the anonymity of the women, because many of the stories that I heard were stories of resistance, and they had great implications to, really name all of the women or name some of them and not others. So I chose to create fictional characters and retell the stories. Some of the salient themes coming through in the stories come through in the performance script in chapter 7. But I didn't want to do that in isolation. So I worked collaboratively with my so-called participant partners. So I went back to them with draft interim text to sort of see if they were comfortable, and I got really good feedback. A lot of member checking at kind of processes tend to be very not, people don't participate in them in droves, usually 0.25%, but like 0.75% of people really engaged with this process, and I got really meaningful feedback from people about, their representation, even though it wasn't them like personally, just the impacts of misrepresentation is so important when decolonizing storytelling from an Indigenous standpoint. So I would say that just comes with understanding the impacts of stories and wanting to tell stories that will be healing, but also truth-telling, And so they're not easy stories to hear, for sure, because they point to, institutional violence, still very much alive today, but they also are healing because they're real, like people can identify with them. Thank you. Okay. Last question. Dernière question. Les Prix du Canada reconnaissent la recherche qui a un impact social, culturel et politique. Comment espérez-vous que votre travail contribue aux conversations au-delà du milieu universitaire et peut-être catalyse certains changements politiques, sociaux? Okay. I have it twice in French. But so the Canada Prize recognizes research that has a social, cultural, and political impact. How do you hope that your work, your book, contributes to conversations beyond academia and can maybe catalyze certain sociopolitical changes? I'm going to start with Jen and Kate. Okay, I'll take this one. I'm the Kate of the Jen and Kate. Thank you for having us. So I'll sort of loop back to where Jen left off. Our work for years and years has been in the service of trying to tell the stories of people who were institutionalized, often for life. The Academy, but much beyond the Academy, has a very long history of ignoring stories of people
with disabilities, but in particular people with intellectual disabilities. So first and foremost, some of the sort of political work is around making room in academic spaces and beyond for folks who have been left out of the public record entirely. So we spend a lot of time listening to those stories and making space for them. It would be very tempting, I think, to leave those as finished stories. Many of the people that we work with, were housed in total institutions, particularly Huronia Regional Center, which is now closed. It closed in 2010, so it's a very recent, but still finished history. Where our work has taken us is in trying to understand what happens in institutions, whether they're places like Huronia or residential schools or orphanages, detention centers, as all of a type. So again, I think one of the things we get to do as academics is serve both populations or peoples and ideas that could be overlooked. It's a real honor to get to do that. And so part of the idea that we were trying to service here a little bit, or surface, is the idea that institutional violence, and that's really at heart what we are, we're a bummer at parties. You really want to cheer on, like really have a fun conversation at a party. Start with institutional violence and go from there. But we're trying to understand that less as a part of what happens in bricks and mortar spaces or even a practice of care, and more as an idea of how we manage people. So the work that we did with survivors was, yes, on the one hand, about telling stories that hadn't had public space before, and on the other hand, also about building out some theories around why this happens in exactly the same way over and over and over again. So the stories that we heard could be absolutely replicated by people coming from other institutions, again, of the same type. And so our work has led us to try to think about, okay, so what is happening here that means that this happens over and over and over again? Where this book got to is thinking about, okay, so we've shut down some of those big total institutions, but the shrapnel, the kind of logic that drives that violence, finds its way into community spaces, whether they're group homes or detention centers. So this is very much a kind of live logic. And at the heart of that logic, we think, is this really volatile place where care and social loathing kind of hold hands, where the people that are marked for care, kind of certain kind of care, are also socially loathed. And what we think is that that is, at that kind of crystallized point, is the sort of fulcrum point of incredible violence and real sadism often. And what we sort of see now, what we worry about now, is we see that kind of fulcrum point, or that logic, occurring in new spaces. So I don't think the history of institutional violence or institutionalization is at all over. I think we are actually at the dawn of a whole new age of institutional violence. So we're tracking really closely what's happening with detention centers in the southern United States. What we argue is it doesn't matter which population it is. It doesn't matter whether it is folks with intellectual disabilities or folks who have come to the United States as migrants who are now being detained, or folks who are orphans or orphaned and scooped up by the Magdalene Laundries. Again, these places that are sort of on their face providing a kind of social good, a social care. We see this happening again and again, and sometimes we feel like Cassandra, like sort of Greek mythology Cassandra, because what we keep saying is we know exactly what's going to happen. We can tell you right down to the kind of violence that will happen to people, right down to the exact kinds of physical treatment of people in those spaces, what will happen in these new spaces. And we wrote a little bit a few years ago around what we thought would be happening with detention centers for kids in the United States, and within months there were sort of legal actions taken on behalf of those kids that proved us right. Again, it's not because we can see into the future, it's because once you start to see social patterns, as we're trained to do, you see social patterns. So I think in terms of the political efficacy, this to us, I think, feels like a very, very live issue, one that has real pressing political and social needs, because we also think that it does a great deal of moral harm to populations who treat some of its own in this way. We don't think that, first of all, it's obviously terrible for folks who endure the kinds of violence that people are exposed to, and also we think it does a kind of moral harm more generally to people. So we think there are two levels of harm that are occurring, and thus it's really pressing to start to think through how we might begin to name and therefore stop some of what we think is going to happen with the
care of people who are increasingly marginalized. Sorry. Julien? It's very interesting because before working... non, je parle pas en anglais. Désolé. C'est vraiment intéressant parce que avant de travailler sur la crise du logement, je travaillais sur les soins palliatifs comme une institution totale aussi. Et donc, moi, ce qui m'intéresse aussi avec mon livre, pour changer les choses un peu, c'est que depuis 2017 au Québec, en tout cas, et là, il y a eu, bon, évidemment ce qui s'est passé pendant la pandémie de COVID-19, qui a plein de noms, hécatombe, gérontocide, agicide, etc. Eh bien, ça l'a évidemment amené le regard public sur la maltraitance, le mistreatment, dans les maisons de soins longue durée, dans les résidences privées pour aînés, private care homes, etc., etc. Sauf que moi, ce que je viens de dire, c'est attendez, les rapports sociaux âgistes, donc qui sont un prélude à la violence contre les personnes âgées, se produisent aussi dans des relations invisibles comme la relation entre un propriétaire et une locataire âgée qui vit au-dessus de chez eux, chez elle. Parce qu'il faut savoir qu'à Montréal, les structures de propriété, c'est pas exactement comme à Toronto. Il y a beaucoup moins de grands consortiums, même s'il y en a dans certains quartiers, là, etc. Mais c'est des petits propriétaires qui ont une ou deux unités, c'est environ ça la médiane. Donc, cette relation-là de pouvoir, même si elle n'est pas dans un contexte institutionnel à proprement parler, elle est quand même structurelle. Elle se voit dans tous les quartiers, elle se voit dans toutes les villes, dès qu'il y a un rapport basé sur, en fait, le fait que les personnes vieillissantes payent moins cher de loyer, souvent, que le marché immobilier. Donc, c'est dans un contexte de spéculation immobilière. Le loyer, bon, la personne qui vit là depuis 25-30 ans va payer un loyer des fois 3 fois, 4 fois moindre. OK? Donc, c'est une histoire de rentabilité et on va disposer de la personne pour s'en débarrasser parce qu'elle est passée rentable. Donc, c'est toutes les logiques d'exclusion, d'inclusion, de rentabilité, d'activité, d'inactivité. Ça nous ramène à Foucault, évidemment, tout ça. Même si j'en ai même pas parlé dans mon livre, mais ultimement, c'est tout ça, ce qu'il y a derrière ça, c'est qui est disposable et qui ne l'est pas. Okay? Et même s'il y a une loi qui a été amendée, donc déjà une fois, donc il y a 2 versions d'une loi au Québec qui empêchent théoriquement les propriétaires de faire des évictions contre certains locataires à faible revenu, bien, dans les faits, peu de gens se rendent au tribunal. On a regardé la jurisprudence, c'est environ 60 cas en 5 ans. Et dans les faits, les propriétaires continuent à user de la violence parce que personne ne vient leur dire d'arrêter. Il n'y a personne pour le voir, il n'y a personne qui est là. La police dit que ce n'est pas leur problème parce que c'est souvent de la violence psychologique ou financière. Oui, il peut y avoir de la violence physique et tout, mais c'est souvent juste en dessous. Et donc, moi, ce que je veux amener pour changer les choses, c'est un regard sur le fait que des relations agistes, en dehors d'un cadre institutionnel, peuvent être violentes. Deuxièmement, qu'il y a un vide juridico-légal autour de ça, alors qu'on s'intéresse vraiment beaucoup à certaines formes de maltraitance dans le réseau de la santé. On se désintéresse totalement de d'autres formes de violence et de maltraitance envers les aînés. On préfère ne pas les regarder. Troisième chose, les évictions, le déplacement forcé est endémique au Québec. Les gouvernements connaissent mes travaux et ceux des équipes de recherche avec qui j'ai fait d'autres recherches. Là, le gouvernement provincial, le gouvernement municipal, ils savent tout. Malheureusement, ça ne va pas assez loin pour endiguer le problème. Et donc, j'espère que mon livre va continuer à nourrir les mouvements sociaux du logement avec qui j'ai travaillé et dans lesquels je suis partie prenante, là, le mouvement pour le droit au logement au Québec. Notamment le Prix et le Reclac, parce que la seule solution pour contrer ce problème-là qu'on vit actuellement, c'est la construction massive et rapide de logements abordables. Et quand on dit abordable, ce n'est pas en fonction des critères de la SCHL, c'est abordable dans la capacité de payer des aînés. À Montréal, le revenu médian, donc la moitié des aînés sont en dessous de ça, l'autre moitié au-dessus. Pour un aîné, c'est 26 000 c'est vraiment pas beaucoup pour des loyers qui sont rendus à 1 500, 1 600, 1 700, 1 800, 2 000 par mois. Donc la solution ne passera pas par le marché privé. Il faut relancer là, un programme massif de construction de logements sociaux au Québec, mais ailleurs au Canada. Puis malheureusement, on ne s'en va pas vers ça.
mais il faut continuer à travailler vers ça parce que je vois pas d'autres solutions. Et les gens avec qui je travaille ne voient pas d'autres solutions non plus. On continue à le dire, à le répéter inlassablement jusqu'à ce que ça se produise peut-être un jour. Donc, c'est ça ce que je voudrais qu'on retienne du livre, c'est vraiment ces points-là. Merci. En fait, on a encore 5 minutes, donc je vais vous donner 1 minute chacun. We still have 5 minutes. We're like really good. So I'll give everybody 1 more minute just to resume your experience in writing this book and what you hope for the future. But I actually have questions for you. I have one question for you. Is it okay? It's gonna go. Yes. Okay. I was wondering if there was anything that was like surprising, because I hear like that you've been all working on this stuff for a while, so like a lot of this stuff we already know or like we sort of like expected, but I was wondering, puis pour vous aussi, là, je le dis en anglais, mais vous comprenez, comme I was wondering if there was one surprising thing in the process of doing your books. 1 minute each. Merci, Charlotte. Très rapidement, peut-être que certaines d'entre vous connaissez le personnage historique de la chanson canadienne-française La Bolduc, Mary Travers. Et mes recherches en archives m'ont fait me rendre compte à un certain moment qu'elle n'avait jamais, à ce point-là, été une célébrité au Québec et qu'elle avait été une très grande célébrité en Nouvelle-Angleterre. Fait que c'était une belle surprise. I'm in love with the book form. I think it's such a beautiful form that's so much more accessible. Mm-hmm. And for my work, you know, I think it has broad relevance to other public institutions, not just academe. And it's been really overwhelming to see that, like, that connection and to be able to reach a wider audience and to write in a different way. Like, that's not as, I don't know, academic. You were going to say boring. I was going to say boring. Yeah, and I want to play around with that more. I want to do more of that. And I'm really amazed. Books have a life of their own. And it's just kind of exciting to think that someone could be like reading it, you know, and I don't even know. And it's doing its work. Yeah. What about you guys? I think that, like, we are constantly surprised by instances of institutional violence. Like, you know, I found myself taken aback by something even like as of last week. For myself, I think the fact that this book got done at all is the most surprising. We were working on this through the pandemic. I must admit I have no memories of much of the process. It was such a very hard time personally. So that it is a thing at all is, to me, quite remarkable. I don't know. I don't remember writing it. So good for us. Yeah, I think that would be my surprise. We didn't kill each other. I would never. We still really, really like each other. So Yeah, that's that good. doesn't surprise me. No, that's not surprising. No, it's not surprising. Julien? My surprise was to realize that what I documented was more widespread than I thought, because the first inception of this research came in Barcelona, when I was in Barcelona for reviewing that kind of processes that were occurring in the beginning of the 2010s. So I realized that it was like just endemic, and in fact it's endemic in every Western city. Charlotte? For me, it's the number of women journalists. I think we've been hearing that there's no women, like women are talking about soup and marriage in the newspapers, but it wasn't true. Like they all wanted to go do real research and like go on the field and like look for things and meet people and like describe the world. So I think that was amazing in the process of making the book, yeah. Je vous remercie tous. Toutes. Thank you, everybody. And Karine, à vous. Mes félicitations, hein. Congratulations. J'ai tellement aimé vous entendre parler de vos livres. C'est tout aussi intéressant que de lire vos livres. Fascinating to hear you all speak of those books as much probably as it is to read those books if I get to that one day. Donc, merci et félicitations. Thank you and congratulations again to our Canada Prize winners, sharing insights, scholarship, and stories that have shaped your powerful contributions. Au nom de la Fédération des sciences humaines et du Collège George Brown, je tiens également à remercier notre modératrice, Charmaine Levy,
tous les membres du Conseil scientifique de la Fédération pour leur processus de sélection réfléchi et rigoureux. Et bien sûr, merci au Conseil de recherche en sciences humaines. Thank you to SSHRC for making this prize possible. If you'd like to revisit this conversation, or if you'd like to tell your colleagues about this conversation, the recording will be available on the Congress virtual platform in the coming days. And I think this is worth a celebration. So I want you to know that there is, at 6:30 p.m. this evening, the President's Reception that will be hosted by George Brown College. That will be happening just a little bit off campus, 100 Queens Quay East on the 3rd floor. Come and celebrate these remarkable accomplishments. J'espère que vous serez avec nous ce soir pour célébrer ces très beaux prix du Canada. Merci. Au revoir.